Parce que quand même Haïti ne mérite pas un bonhomme qui se dit « je suis un homme charogne », qui se déculotte dans les rues, qui ne respecte pas les femmes, etc. Donc, je ne pense pas qu'Haïti aurait vraiment choisi ce type. Il y en a qui ont marché avec Martelly, qui l'ont supporté, c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit le choix du peuple haïtien. Non seulement je ne le pense pas, j'ai vécu que ce n'était pas le choix du peuple haïtien. Madame Clinton, je pense qu'elle était rentrée à ce moment-là, oui, puisqu'elle en a témoigné dans ses mémoires. Elle demande au président Préval, je vous propose d'enlever votre candidat. De demander à votre candidat de se retirer. Ils se disent des amis d'Haïti, mais non, ils veulent carrément contrôler et décider. Aujourd'hui, Haïti Inter a le plaisir et l'honneur de vous présenter Madame Ginette Cherubin, qui est une femme qui porte en elle les trois vertus qui font les honnêtes gens. À la fois la lucidité, le courage, et surtout le sens de la transmission par le témoignage, par l'écriture des épreuves qu'elle a pu traverser dans une longue vie marquée par un engagement à la fois familial, c'est une mère de famille heureuse, avec une existence qui respire la joie de vivre et le bonheur. C'est une militante aguerrie qui s'est engagée pour des causes véritablement d'intérêt national, d'intérêt public. Et c'est enfin une intellectuelle lucide avec la capacité non seulement de réfléchir sur la réalité du pays, mais le souci de transmettre et de partager son expérience. Il est de coutume dans l'histoire d'Haïti de présenter les femmes comme les potomitans, comme celles sur les épaules et sur la tête desquelles repose le toit du foyer, celles qui finalement permettent à la société de se produire et de se reproduire. Mais néanmoins, force est de constater qu'elles sont peu présentes dans la galerie des grands visages qui ont marqué, des grandes figures qui ont marqué l'histoire d'Haïti, à part les Sani de Bel-Air, les Défilés La Folle, les Marie-Jeanne, et plus près de nous, Herta Pascal Trouillot et peut-être Madame Maniga, qui fut candidate à la présidence de la République. Les femmes sont peu présentes dans l'espace public, mais elles sont encore beaucoup plus rares à prendre la parole et à prendre la plume. Aujourd'hui, nous avons donc le privilège et l'avantage de recevoir Madame Ginette Cherubin. Bonjour. Bonjour, Jean-Marie Théodate. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Quelle présentation élogieuse vous venez de faire de Mme Cherubin. C'est en tout cas un grand plaisir pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons évoquer à la fois votre tournée donc en Europe et à Paris en particulier pour la présentation de cet ouvrage, Le ventre pourri de la bête, qui est un témoignage véritablement passionnant sur votre traversée de la tempête politique d'une période charnière de notre existence. Mais on vous écoutera également nous présenter à la fois votre témoignage au quotidien, cette fois-ci, en tant que femme engagée dans la vie active, dans la vie quotidienne en Haïti, dans un climat de sécurité qui n'a plus de nom. Et enfin, on aimera entendre vos impressions sur quelques clés d'intelligence pour pouvoir sortir Haïti de ce chaos. Tout d'abord, le ventre pourri de la bête, Madame Cherubin, qu'est-ce que l'on peut trouver d'inédit dans cet ouvrage que l'on le sache déjà? Bon, là, dans cet ouvrage, vous allez découvrir les dessous de ce qui s'est passé lors des élections de 2010, qui vont nous donner l'avènement de Michel Martelly au pouvoir, de l'équipe rose, allons le dire comme ça. Pourquoi vous allez découvrir les dessous? Parce que j'avais été mandatée par les associations de femmes pour intégrer ce conseil électoral provisoire. Donc j'étais en première loge. J'ai vécu ce qui s'est passé et l'ingérence, l'arrogance avec laquelle s'est faite cette ingérence m'a interpellée. Et d'ailleurs, j'ai démissionné, j'ai été nommée par les femmes, mais au dernier moment, ayant suivi tout ce qui s'est passé, au moment de la publication des résultats, j'ai été le seul membre du CEP à n'avoir pas signé
Et c'est important. Pour moi, c'est important. À n'avoir pas signé les résultats. Après, j'ai démissionné. Puis, j'ai vraiment senti un trop-plein quand je suis sortie. Et je me suis dit, non, il faut écrire ce que tu as vécu. Tu es obligé de le faire pour le pays, pour les Haïtiens et les Haïtiennes. C'est ainsi que j'ai rédigé ce livre. Donc, c'est un ouvrage de 486 pages qui a connu sa première publication et édition donc en 2013. En 2013, oui. À Port-au-Prince. Oui. C'est important de lui dire. Oui. Et qui en est aujourd'hui à sa 4e édition. C'est exact. Et donc, c'est dire que c'est un ouvrage qui a suscité beaucoup d'engouement. Beaucoup d'intérêt, en effet. Beaucoup d'intérêt. Oui. Mais c'est un témoignage en vue de dénoncer finalement une mainmise exercée par les puissances étrangères sur... C'est d'abord pour dénoncer, mais c'est pour aussi pour qu'on puisse en tirer des enseignements et savoir comment avancer. Donc, voilà. Alors concrètement, vous dénoncez quoi ? Je dénonce comment je pourrais dire, l'ingérence s'est manifestée pour moi d'une manière beaucoup plus palpable et que je ne l'aurais pensé. Donc, enfin, on va en parler tout à l'heure, mais c'est une ingérence qui est bien conçue et qui va s'exercer par gradation. À partir, très tôt d'ailleurs, avant même, je pense que c'est à partir de l'étude des dossiers de candidats. Donc, à partir du moment où on devrait définir quels candidats sont éligibles ou pas. Donc, dès ce départ, l'ingérence a commencé. Mais elle s'est faite par gradation. Je pense avoir identifié 4 ou 5 étapes de cette ingérence. La première, je l'appelle le câlin dans le sens du poil. Parce que à ce moment-là, c'est une tentative de persuasion, mais par la séduction, par bon, même si est-ce que c'est le bon mot, la séduction, mais on essaie de nous faire voir que ce sont des amis qui veulent nous faire donner des conseils, nous faire des recommandations. Donc c'est une approche très diplomatique, je pourrais dire, de commencer à dicter les choses, mais de manière très souple. Voilà pourquoi j'appelle cette étape le câlin dans le sens du poil. À une seconde étape, on va avoir des avertissements. Et je vais illustrer pour vous, vous allez comprendre. On aura l'étape des avertissements. Après, les manipulations techniques. Vous voyez, c'est ainsi que ça avance au fur et à mesure. Et finalement, on arrive à l'étape des menaces et des injonctions. Donc, il y a 4 ou 5 étapes comme ça. C'est-à-dire que l'ingérence ne se fait pas de manière ponctuelle à un moment où, par exemple, il y aurait des difficultés extrêmes et que maintenant tout le monde s'y mêle. Non, c'est une affaire bien conçue, en tout cas dans le cas de 2010. Donc c'est un dosage progressif. Maintenant, ingérence de la part de qui ? De la part de l'international, en particulier le corps groupe. Mmh. Et vous savez comment... rappeler quels sont les pays, quelles sont les instances constitutives de ce corps groupe? Oh, je ne sais pas si je vais me rappeler de tous les pays. En tout cas, bien sûr, les États-Unis, le Canada, la France. Je pense que le Brésil était présent aussi. Bon, disons que ce sont les 4 plus importants. Et parce qu'à ce moment-là, l'Union européenne également? Oui, l'Union, évidemment, oui. Ils sont là, ils sont tous présents. Mais vous connaissez l'histoire du corps groupe? Vous savez comment elle a été mise en place? Racontez-nous. Bien, en 2003, il y a M. Denis Paradis qui avait, je ne me rappelle pas bien de son titre, mais je crois qu'il était député pour le Canada de la région Amérique-Caraïbes. À ce moment-là, c'est à l'époque où il y avait déjà des agitations contre Aristide. Et il va faire une rencontre à Ottawa. Ils vont appeler ça l'initiative d'Ottawa pour Haïti. Et figurez-vous que plusieurs pays étaient invités, ceux qui vont devenir d'ailleurs les membres du corps groupe, mais Haïti n'était pas présent. Initiative d'Haïti pour Ottawa, mais Haïti n'est pas présent. Et quand j'ai lu ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai retenu une phrase. C'est que M. Denis Paradis a demandé « Est-ce que l'indépendance d'Haïti est immuable ?» Je trouvais que c'était une question vraiment arrogante, vraiment arrogante. Et bon, alors, c'est à partir de cette réunion qu'ils ont décidé de mettre en place un groupe d'ambassadeurs, de représentants de divers pays qui devraient accompagner Haïti. Mais ils n'ont pas fait qu'accompagner, évidemment, parce que nous allons voir avec toute cette gradation, cette progression et avec laquelle s'est exercée l'ingérence, je pense que c'est pas un simple accompagnement. Ils se disent des amis d'Haïti, mais non, ils veulent carrément contrôler et décider. C'est pourquoi l'une de mes interventions... Ils l'ont escorté, comme on dit d'un quelqu'un que l'on arrête et que l'on... Je pense qu'on peut parler de ça, on peut parler d'escorter, on peut dire escorter, ce serait pas mal dit. En état d'arrestation. Oui,
Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, alors, au moment où on va développer un petit peu, je peux illustrer par des exemples pour vous dire comment s'est faite cette progression-là et comment vraiment... D'ailleurs, après moi, je le dis bien humblement, mais j'étais la première personne à parler de ce qui s'est passé en 2010. Parce que quand même Haïti ne mérite pas un mot d'homme qui se dit « je suis un homme charogne », qui se déculotte dans les rues, qui ne respecte pas les femmes, etc. Donc, je pense pas qu'Haïti aurait vraiment choisi ce type. Il y en a qui ont marché avec Martelly, qui l'ont supporté, c'est vrai, mais je pense pas que ce soit le choix du peuple haïtien. Non seulement je ne le pense pas, j'ai vécu que c'était pas le choix du peuple haïtien. Je disais que j'ai été la première personne, la toute première à dénoncer ces élections, mais après moi, il y a eu le film de Raoul Peck, Assistance mortelle. Oui. Il en a parlé. Il y a eu le livre de Ricardo Seitenfus, l'échec de l'international en Haïti. Ils ont tous dit la même chose que moi. Et bien après, il y a peut-être 3 ans que le directeur du CEP d'alors a fait une déclaration et a eu à dire que les résultats qu'il avait remis au Conseil ne sont pas les résultats qui ont été publiés. Donc, j'ai dénoncé d'abord, mais heureusement que beaucoup d'autres témoignages ont corroboré par rapport à ce que j'ai dit. Donc c'est une façon de nous dire que votre témoignage a l'avantage d'être cohérent avec celui d'autres personnes qui ont pu analyser, qui ont pu assister et qui ont donc, comme vous, élevé la voix pour dire que finalement Haïti est un pays sous tutelle. Exactement, oui. Nous avons été dans le même sens, donc oui, c'est exactement. Et comment, dans un pays sous tutelle, pouvez-vous témoigner avec l'espoir que cela puisse faire bouger les choses? Bon, parce que ceux qui reçoivent le témoignage deviennent conscients de certaines choses qu'ils n'auraient peut-être jamais devinées. Et je pense que ça, c'est déjà une motivation pour qu'ils s'engagent, de sorte que ça ne se répète plus. Mais c'est difficile, hein, quand même, c'est difficile. Parce que nous ne sommes pas les seuls pays qui sont contrôlés par les impérialistes ou les anciens colons. Et c'est pourquoi, dans une de mes interventions ici, je vais parler de la confiscation du vote populaire, et qui est un outil nouveau, je pourrais dire, pour la perpétuation de la domination néocoloniale. C'est-à-dire une sorte de dévoiement de la démocratie par une captation de la voix du peuple? Parlant de captation, justement, je dis que l'objectif, c'est la capture du pouvoir. Oui. La capture de l'État. Et concrètement, comment se fait cette captation du vote? Comment se fait ce dévoiement? Alors, je vous ai cité déjà les étapes, mais si je peux illustrer, si vous permettez que j'illustre, je peux le faire. On a parlé d'abord du câlin dans le sens du poil. Je peux illustrer avec un exemple qui s'est passé en 2009. Parce que je suis arrivée au CEP, désignée par les associations de femmes, j'aime le dire comme ça, et ce qui est vrai d'ailleurs, en 2007. En 2009, il y avait les élections sénatoriales. Puis en 2010, on aura les présidentielles et les législatives. Donc, lors des élections sénatoriales, tout au début, comme je vous disais, au moment où on étudiait la liste, les dossiers des candidats pour savoir qui étaient éligibles ou pas, il y avait un cas spécifique, c'était un candidat Lavalas. La loi électorale dit que pour qu'un candidat soit officiellement accepté par le CEP, il faut qu'il soit désigné officiellement aussi par le responsable de son parti. Et le responsable du parti, c'était Lavalas, c'était Aristide. Et le président Aristide se trouvait en Afrique du Sud. Donc il ne pouvait pas signer. Pour faire une histoire courte, il ne pouvait pas écrire une lettre officielle pour dire que ce candidat est celui qui était désigné. Bon, alors il y a eu tout un débat parce qu'il avait laissé un mandat à Maryse Narcisse, etc. Bon, mais le mandat était périmé, le temps était passé. Donc on ne pouvait pas accepter ce candidat. Et nous avons eu la visite de Madame Janet Sanderson, qui représentait l'ambassadrice des États-Unis à l'époque, et Monsieur Gossetti. On parlait de l'Union européenne, justement, Francesco Gossetti était représentant de l'Union européenne. Ils sont venus au CEP. Alors le câlin dans le sens du poil, pourquoi ils sont venus donner des conseils? Écoutez, pour éviter des agitations, Lavalas est tellement populaire, il faut accepter ce candidat. Donc, mais nous autres, on ne pouvait pas. On leur a dit que non, c'était pas possible, nous respectons la loi électorale. On a refusé de le faire.
Donc, Madame Sanderson, surtout, elle y allait doucement. Mais Gossetti, qui était un arrogant, à un moment donné, il a dit que, bon, vous voulez respecter la loi électorale, mais vous avez coutume de violer les lois en Haïti. Qu'est-ce que ça fait que vous violez encore une fois de plus la loi en Haïti? Bon, ceci a fait un petit peu foirer, je pourrais dire, cette rencontre, mais on a senti qu'ils nous avaient approchés au début avec un certain respect, et c'est ce que j'appelle le câlin dans le sens du poil. Deuxième étape, alors là, ça va être, vous allez voir que c'est hallucinant. Et là, c'est monsieur Edmond Mulet, représentant du secrétaire général de l'ONU, qui vient nous voir. C'est à une autre étape, hein. Là, on a, le premier exemple que je vous ai donné, c'était au moment de l'étude des dossiers des candidats. Maintenant, on est à l'étape du premier tour des élections. Mais à peine terminé, hein, on n'a pas encore dépouillé quoi que ce soit. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'agitation. Des candidats avaient demandé d'arrêter les élections carrément parce qu'ils disaient que on magouillait. Il y avait des magouilles en faveur du candidat du pouvoir qui était Jude Célestin. Donc là, ils étaient très excités. Ils demandaient d'arrêter les élections, etc. Et à ce tournant, M. Mulet demande de rencontrer les membres du CIP. Et ce qu'il dit aux membres du CIP, tenez-vous bien sur votre chaise, il dit que je viens vous parler de la part de l'international. Et nous venons vous dire que nous n'accepterons pas Jude Célestin s'il est élu président. Nous ne l'accepterons pas non plus au premier tour. Donc, si nous n'acceptons pas au premier tour, il n'ira pas au second tour. Donc voilà un monsieur qui arrive à un moment où on n'a même pas dépouillé. Donc monsieur Edmond Mulet, à l'époque, il avait des responsabilités en tant que... c'est lui qui était le chef de la MINUSTAH. Oui, puisque c'est lui qui représentait le secrétaire général de l'ONU. Il était chef de la MINUSTAH, bien sûr. D'accord. Et membre du corps groupe, évidemment, il présidait le corps groupe aussi. Oui. Et c'est ce message qu'il est venu apporter. Donc ça veut dire qu'il n'accepterait pas le vote du peuple si on avait choisi Jude Célestin. Comment ça peut se faire? Et je vous dis qu'il l'a dit au moment où on dépouillait les résultats, on ne savait même pas. Bon, il y a des rumeurs, il y avait des rumeurs, etc. Mais on n'avait pas encore les résultats. Et donc ça, c'est la deuxième étape où M. Mulet, de sa hauteur, allons dire ça, du niveau où il était, il vient nous dire qu'en tant que porte-parole de l'international, qu'il n'accepterait pas. Ça, c'est une seconde étape, c'est celle des avertissements. Autre étape, toujours dans cette même période, non, ça c'est après les résultats du deuxième tour, parce que lui, il est intervenu avant. Maintenant, résultat du premier tour. En tête de liste, Madame Maniga, et deuxième, Jude Célestin, et troisième, Michel Martelly. Michel Martelly était en troisième. Et là, maintenant, à ce niveau, le PNUD nous offre un consultant qui pourrait aider à déblayer les choses, puisqu'il y avait tellement de doléances, tellement de mécontentement de la part des candidats. Il dit qu'il vient analyser les résultats avec nous, etc. Et il vient avec une notion nouvelle. Égalité imparfaite. Parce que la loi électorale disait que s'il n'y a pas quelqu'un qui est élu à la majorité absolue au premier tour, il faut aller à un deuxième tour. Et au deuxième tour, ce seraient les deux premiers candidats qui participeraient. Et Michel Martelly est troisième, hein, n'oubliez pas. Donc maintenant, il y a eu tout un débat. Après le décompte de quel pourcentage à peu près des votes? Non. De la totalité? Non, je parle de résultats officiels maintenant. Résultats officiels. Oui, on a fini. Vous avez fini le dépouillement et donc... On a fini le dépouillement, c'est pourquoi je vous dis que Madame Maniga est en première place, Jude Célestin en seconde place, et c'est affiché, et Michel Martelly en troisième place. D'accord. Et cette notion d'égalité imparfaite va venir du fait qu'il y a eu peut-être une petite imprécision dans la loi électorale qui disait que on aurait 3 candidats si on a égalité de 2 candidats. Alors, entre Célestin et Martelly, il y avait peu de différence. C'est-à-dire que, disons, il y en a un qui aurait eu 20,30% et l'autre aurait 20,80%. D'accord. Alors, pour faire une histoire courte, il propose qu'on considère 20%. Donc, par équité, il ne faudrait pas sacrifier le troisième candidat parce qu'il est tellement proche de l'autre. Ouais. Ça a fait tout un débat, mais finalement, on l'avait accepté. Le CP avait accepté. Et c'est ainsi que Michel Martelly allait comme troisième candidat au deuxième tour. Mais entre-temps, il y a eu une autre opération, disons, qui a eu lieu. C'est que Madame Clinton, je pense, qui était rentrée à ce moment-là, oui, puisqu'elle en a témoigné dans ses mémoires. Elle demande au président Préval
pour sauver la démocratie, il y a tellement de contestations. Je vous propose d'enlever votre candidat, de demander à votre candidat de se retirer. Parce que le candidat du parti Unité, proche du pouvoir, Jude Célestin, à ce moment-là, il était en deuxième position, mais bon, c'était le candidat du parti de Préval. Et elle demande à Préval, et elle en témoigne dans ses mémoires, elle demande à Préval de lui dire de se retirer. C'est ainsi que nous autres, on ne savait pas ce qui s'était passé dans les dessous. Parce que ceci va être révélé d'une part par Hillary Clinton de ses mémoires, mais aussi par Joseph Lambert, qui va dire voilà comment nous avons lâché Jude Célestin. Donc on a proposé ça à René Préval, etc. Et en lui faisant aussi prendre des menaces. Et c'est ainsi qu'il va céder. Il va demander à Jude Célestin de partir. Donc Jude Célestin s'en va brusquement, personne ne sait pourquoi. Et puis il laisse la place à Martelly. Voilà. Et entre-temps, il y a eu aussi un intermède où l'International va demander à Préval de partir. Sûrement vous avez su ça. Un avion l'attend, qu'il devrait partir, etc. Ah non, là, il a dit que cette fois-ci, non, il ne va pas céder, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Alors, une dernière étape, c'est l'étape où maintenant on va faire pression sur les membres du CEP. Je dois dire, on le verra dans le livre, parce que tout ce que je raconte dans le livre est étayé. Vous avez dit qu'il y a 400 pages à peu près, mais il y a à peu près 60 pages de documents authentiques en annexe. Et toutes mes prises de position y figurent. Et donc, quand je raconte quand je dis voilà ce qui s'est passé, on peut le voir avec les annexes, les documents que j'ai mis en annexe. À un moment donné, moi, j'ai dit que je vais plus en réunion avec l'International. Parce que j'ai senti vraiment qu'il y avait tant de pression qui se faisait, etc. Quand Madame Clinton, en dernière étape, est entrée en Haïti et a rencontré les membres du CEP, et j'ai eu un témoignage parce que je n'étais pas présente. On me dit qu'elle a fait une menace de révocation de visa aux membres du CEP. Et c'était la dernière étape. Et tout a basculé à ce moment-là. Mais moi, j'étais pas à cette réunion. Donc, je n'en ai pas témoigné comme j'ai témoigné d'autres faits que j'ai vécu directement. Mais quand même, j'ai eu ceci. Donc, et puis finalement, les résultats ont basculé. Et le plus important témoignage, à part le mien, puisque j'étais présente, c'est celui de Pierre-Louis Aupont, directeur général, qui a dit que les résultats qui ont été publiés n'ont pas été les résultats qu'il a remis au CEP. Parce que le processus, c'est que on dépouille les résultats, le centre de tabulation fait son contrôle, il remet le rapport au directeur général. Le directeur général, il analyse, et s'il est satisfait, il présente aux 9 membres du CEP en dernière étape. Et les 9 membres du CEP eux-mêmes, ils peuvent aussi regarder, analyser, s'ils ont des remarques à faire, ils le font, sinon ils publient. Donc lui, il dit que le rapport qu'il a donné, à partir du travail du centre de tabulation, n'est pas celui qui a été publié par le CEP. On va surtout laisser au lecteur le soin de se procurer cet ouvrage, oui. Donc Le ventre pourri de la bête, où ils pourront trouver d'autres détails, les uns plus croustillants que les autres, pour permettre de voir un petit peu ce qui se passe dans la cuisine de la vie politique haïtienne. Ça, c'est un premier aspect de votre personnalité, c'est-à-dire l'honnêteté et la lucidité dans le témoignage. J'aimerais maintenant évoquer un deuxième volet de votre engagement. C'est l'aspect justement militant, l'aspect engagement dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens et surtout des citoyennes haïtiennes. Parlez-nous un petit peu de ce combat des femmes en Haïti, puisque vous en avez été vous-même porte-parole au sein du CEP en 2010. Je dois dire qu'avant d'avoir été au CEP, j'étais ministre à la condition féminine. Et c'était sous le gouvernement de Rooney Smart, lors du premier mandat de Préval. Et j'ai démissionné aussi. Donc, Rooney Smart avait aussi démissionné. Et moi, j'ai été de ceux qui ont démissionné aussi. Et j'ai justifié, c'est pas seulement par solidarité avec Rooney Smart, mais c'est aussi et pour des raisons éthiques, parce que je sentais que je n'évoluais pas comme je l'aurais souhaité. Parce qu'à ce moment-là, Aristide et Préval étaient encore les deux jumeaux, quoi. Et même si Préval avait été élu suite au premier mandat d'Aristide, vous vous rappelez? Tout à fait. Donc, on avait l'impression que, les jeux n'étaient pas très clairs. On sentait que, par rapport aux décisions qui se prenaient, il y avait d'autres influences, etc. Le jeu était un peu malsain déjà. Ça a été pire au CEP. Donc, je me suis retirée pour cela et j'ai justifié ma sortie.
Et puis ensuite, oui, j'ai été au conseil électoral désigné par les femmes également. Alors, je pourrais dire que je m'accroche à l'éthique du féminisme qui veut quand même qu'on aille vers l'égalité des sexes et vers l'équité de genre. Et c'est l'une de mes motivations. Et quand je parle de l'éthique féministe, elles ont, jusqu'à présent, c'est comme un leitmotiv de dire qu'il faut faire la politique autrement, quoi. Et moi, j'ai voulu, puisque j'ai été engagée dans les sphères politiques, j'ai voulu montrer que ça pouvait se faire autrement. Ça veut dire que quand on est dans un système et que ce système vous bloque par rapport aux objectifs que vous visez, bon, il vaut mieux, je pense qu'on a deux choix. Ou bien on entre dans le train, on s'embarque dans le train, ou bien on sort. On peut lutter aussi, mais quand on sent que le rapport de force n'est pas favorable, on va se brûler. Hein. Il faut pouvoir construire le rapport de force nécessaire pour pouvoir atteindre ces objectifs, parce que sinon on coule. Mais alors, j'aimerais revenir sur la place justement des femmes dans la société haïtienne. On considère que 52% de la population haïtienne est constituée de femmes, donc vous êtes légèrement majoritaire. Les femmes jouent un rôle clé dans l'économie, dans la culture. C'est une femme qui vient d'être honorée par le prix du roman de l'Académie française cette année, Yannick Lens, etc. Mais qu'en est-il de leur statut, c'est-à-dire de la façon dont elles sont représentées par le reste de la population, concrètement? Est-ce que c'est difficile d'être femme en Haïti, aujourd'hui en 2025? Oui, je dirais que c'est difficile, mais je dois dire qu'il y a eu des acquis aussi, parce que le mouvement féministe a beaucoup lutté, et le mouvement féministe a quand même quelques acquis. Je ne les citerai pas, c'est pas nécessaire, mais en tout cas, la lutte est encore longue. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, s'il y avait 3 mesures d'urgence à prendre qui pourraient faciliter la vie des femmes de façon générale en Haïti, ce serait quoi? Ah, ça c'est une question qui est difficile, oui, quand même. 3 mesures d'urgence, mais concernant les femmes. Parce que les femmes sont quand même dans un système, dans un ensemble. Et je pense qu'il faut agir d'abord sur l'ensemble. Parce que si nous disons qu'en Haïti, je pourrais dire qu'il y a 3 gros fléaux, je pense que ce serait l'exclusion des femmes aussi. Mais l'exclusion des gros orteils, des nègres noirs, têtes calées, tout ça. Les inégalités qu'on systémiques de la société. Exactement. Ça, il faut lutter contre. Hein. Si on veut une société équilibrée, sans force côté, comme on dit, oui, il faut faire ça. L'impunité. Parce que tout autant que les gens qui ne seront pas punis après avoir volé, après avoir pillé, etc., ça va continuer. C'est pourquoi il y a tant de corruption, je pense. Parce que s'il y avait déjà des exemples, des sanctions prises, des exemples tracés, je pense que quand même la corruption aurait moins d'ampleur qu'elle l'a maintenant. Mais la corruption, c'est riche en système maintenant. On dit par exemple qu'aujourd'hui, 90% de l'espace métropolitain de Port-au-Prince sont contrôlés par des gangs et que les premières victimes des assauts des gangsters, ce sont d'abord les femmes. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Bon, alors je n'ai pas de chiffres en main malheureusement, mais le nombre de viols augmente considérablement. Je pense que c'est comme un outil de terreur que ces gangs utilisent. D'autant plus qu'il y a beaucoup de femmes qui sont chefs de famille monoparentales, etc. Donc si on veut déséquilibrer la société, c'est aux femmes d'abord qu'il faut toucher. Donc c'est ça, c'est un outil, comme on dit, c'est un territoire de guerre, le corps des femmes, et c'est un outil de terreur qui a une efficacité, évidemment. Où en sommes-nous à peu près aujourd'hui? Quel est le pourcentage de femmes, par exemple, présentes au sein du Conseil présidentiel provisoire? Ah non, au sein du Conseil présidentiel, je dirais qu'il n'y a pas de femmes. Excusez-moi, je veux pas blesser quiconque, mais écoutez, il n'y a qu'une femme, elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais rien dit. Et cette femme, elle est observatrice. Elle n'est pas parmi les 7 membres qui prennent la décision. Elle est observatrice, et elle n'a jamais dit un mot, ni par rapport à la corruption des braqueurs, comme on en a parlé, ni par rapport à l'insécurité, ni par rapport à la condition des femmes. Elle n'a jamais parlé. Donc, il ne s'agit pas qu'il y ait une femme ou des femmes dans les postes décisionnels alors qu'elles ne vont rien faire. Il vaut mieux qu'elles ne soient pas là. Donc, les femmes
qui veulent s'engager en politique, elles doivent savoir qu'il faut qu'elles mènent le combat quand elles arrivent dans les espaces de pouvoir. Et ça demande une volonté, ça demande une détermination, ça demande une personnalité. Donc la question de femmes, si qu'aimer femmes, non, moi je trouve que c'est pas assez, ça dépend de quelle femme. On a besoin de femmes diam. Oui. De femmes solides et courageuses qui puissent prendre des positions qui non seulement permettent de changer les conditions des femmes, la condition des femmes, mais aussi de changer la société. Alors maintenant, nous allons aborder le troisième aspect donc de cette personnalité complexe que nous essayons donc d'explorer avec vous. C'est, je dirais, votre capacité à la fois à transmettre en tant que écrivaine, en tant que enseignante, mais aussi votre capacité en tant que leader politique à dégager des perspectives pour sortir Haïti de l'ornière dans laquelle elle est plongée aujourd'hui. Je sais que vous avez une carrière sportive de niveau, pas une carrière niveau quand national même. Quand même. Vous étiez membre donc des Tigresses et Haïti cette année vient de se qualifier pour la Coupe du Monde de football de 2026. Est-ce que, à la fois par votre expérience de sportive et aussi par l'élan d'optimisme que cette qualification a suscité dans le pays, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que le sport peut être une voie de sortie du chaos? Et au-delà du sport, qu'est-ce que l'on peut nourrir comme élément d'espoir envers ce pays? Alors, j'en profite pour féliciter notre équipe, parce qu'elle est quand même arrivée là en dépit de toutes les difficultés. C'est une équipe, et on le dit, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est une équipe qui n'a jamais pu jouer chez elle en Haïti. Elle n'a jamais pu avoir le public qui l'aurait soutenu, mais ils ont quand même continué jusqu'au bout. Donc, pour arriver à cette victoire, c'est un boom pour nous par rapport à ce que nous vivons en Haïti. Et je leur dis merci. J'espère qu'ils continueront à tenir bien haut notre drapeau, tenir bien haut le flambeau. J'ai vu par exemple la publication d'une annonce de joueurs de l'équipe qui demande que les principaux leaders, mais également les chefs de gang se réunissent dans une sorte de mouvement de concorde pour accompagner la nation dans la concrétisation donc de ce rêve, participation à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel adressé aux gangsters? Bon, je n'ai pas entendu, mais moi je n'aurais rien adressé aux gangsters. Ils ont trop démoli, ils ont trop détruit. Moi, je ne m'adresse pas à eux, on n'a aucun rapport. Sauf que si l'État fait son travail, il y a plein de jeunes, des enfants même, qui ont été embrigadés dans ces bonnes armées. L'État a un travail à faire pour les encadrer, les réinsérer dans la société. C'est le travail de l'État. Mais moi, Est-ce qu'ils sont récupérables? Ah là, il faudrait qu'un spécialiste vous réponde. Parce qu'après avoir poser des actes aussi odieux ou bien après avoir assisté à des trucs tels que les viols, tels que ce bébé-là qu'on a mis au feu, et je pense qu'ils sont très traumatisés. Est-ce qu'ils sont récupérables? Je peux pas dire. J'aurais souhaité, mais je peux pas dire. C'est des traumatismes très forts. Donc, si le dialogue avec les gangsters est exclu, ce en quoi je suis tout à fait d'accord avec vous, quelle autre piste de sortie de crise envisagez-vous pour Haïti? Bon, si on ne va pas dialoguer avec les gangs, il faut quand même les arrêter dans leur marche. Donc il faut qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises pour sinon mettre fin, mais en tout cas commencer à combattre vraiment sérieusement l'insécurité. Parce que depuis 2021 que ça dure, ça fait 4 ans, on n'a rien vu de tel. On n'a pas senti qu'on était sur le chemin. Donc il faut une volonté politique pour résoudre ce problème de sécurité. C'est clair. Vous pensez que cette volonté politique n'existe pas? Ah non, mais si elle existait, ces gens vont avoir 2 ans là au pouvoir. Est-ce qu'on a avancé d'un pas? Par contre, les gangs continuent à gagner des territoires. Ils sont à Keskov, ils ont envahi l'Antibonite, vous aviez dit 80%, l'Ouest est déjà occupé. Ils ne font que gagner du terrain. On a beau entendu parler de drones, on a parlé d'équipements, ceci, cela, d'hélicoptères. Rien n'a avancé dans le sens de cet arrêt de l'impunité. Rien n'a avancé. Donc on peut pas dire qu'ils étaient de bonne foi. Au moins s'ils avaient marqué quelque part, on aurait dit bon, ils sont arrivés quand même là, mais ils n'ont pas avancé du tout. Ce sont les gangs qui ont avancé. Donc ça c'est crucial. L'autre chose que je voulais faire, la remarque que je voulais faire, on fait souvent un appel à l'unité. Mais
le CPT, les membres du CPT, ils sont unis, non? Ils sont unis, puisque il y a eu dès le départ cette affaire de ce qu'on appelle les 3 braqueurs, ces gens qui ont exigé à la banque, au directeur de la banque, etc., de leur payer, je ne me rappelle plus du chiffre. Oui. Et alors, mais personne n'a dénoncé. Personne n'a dit, ou bien je ne vais plus travailler avec ceux-là, ou bien je me retire. Donc c'est quoi? Ils se sont unis. Donc qu'est-ce que c'est cette affaire il suffit de nous unir pour régler le problème? Mais pas du tout. Il faut s'unir autour de principes à définir. Il faut s'unir autour d'une feuille de route, etc. Ils ont saboté l'accord du 3 avril. Même s'ils sont d'origines différentes, etc., de visions différentes, d'origines diverses, et s'ils avaient respecté cet accord, parce que l'accord a été un consensus. Il a été signé par tous les membres du CPT et par les secteurs qui les ont désignés. L'accord n'a jamais été publié. Mais je comprends qu'on puisse s'unir, même si on a des divergences, qu'on puisse s'unir autour d'un consensus, d'un document consensuel qui dit nous nous engageons pour ceci, de cette manière, nous nous engageons à respecter ces principes. C'est ce qu'on a essayé de faire dans l'accord du 3 avril et qui n'a jamais été appliqué. Cela dit, oui, il faut s'unir, mais s'unir, il faut définir les critères et les conditions de cette union. Je veux pas m'entendre dire que oui, tout Haïtien, il faut que mettre tâton ensemble, il faut s'unir et puis ça va marcher. C'est pas vrai. On peut s'unir pour faire le pire tort au pays. Donc, il ne suffit pas de dire qu'il faut s'unir. Il y a d'autres paramètres, d'autres conditions à remplir. D'autant que l'on a vu des bandits s'unir dans un groupement appelé Vivre Ensemble. Voilà, merci. Qui ne fait rien de bon, rien de bien. Oui, j'ai préféré prendre l'exemple de l'État parce que je pense qu'il est très significatif, mais cet exemple est aussi pareil. Donc, il ne suffit pas de s'unir. Et puis, il y a une décantation qui se fait aussi maintenant. Je voulais dire cela. Il y a beaucoup de gens, ceux qui ont avaient compté, qui se trouvent là maintenant au CTP, qui ont déçu parce que on sait très bien, quand on vous parle de l'argent de l'intelligence, les fonds alloués à l'intelligence qu'ils ont pris eux-mêmes, aucun de tous ces 9, aucun n'a dit, mais non, mes amis, arrêtons, je ne fais pas ça, moi je m'en vais. Alors, je dirais que je ne vais pas dire le représentant, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Bon, le membre du CTP qui avait été élu par les signataires de Montana, parce que c'est ça l'affaire, si vous permettez que je parle un petit peu de Montana. Bien sûr. Et je commencerai par dire que... Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que Montana? C'est un accord spécial? Oui, Montana, c'est un accord qui a été issu d'une concertation, pour faire une histoire courte, de la société civile. Quelle année l'accord de Montana? 2020. Oh mon Dieu, j'oublie. Je pense que Jovenel Moïse est mort en 2021. 2021. Mais c'est en 2021 aussi. Oui. Mais août 2021. Août 2021. Oui. Donc, mais le contenu de cet accord, si vous voyez, vraiment, ceci ne peut pas vous faire vibrer. Vraiment, tout y est dit. C'est-à-dire que non seulement on a parlé de souveraineté, de respectabilité, de tout ce qui est principe éthique est évoqué dedans. Et en plus, on ne s'est pas contenté de rester dans le rêve, parce qu'il y a eu des axes programmatiques, il y a eu toute une démarche à suivre pour une transition de rupture, ce qui est important. Parce que je vous disais que il faut rompre avec le système actuel. Pas seulement le système machiste, mais ce système qui fait que petit Haïti a mangé Haïti. Ce système de corruption, ce système d'impunité, ce système d'inégalité, d'exclusion, tout ça. Nous avons dit qu'il faut rompre avec ce système. Et c'est pourquoi nous avons parlé d'une transition de rupture. Si on considère qu'aujourd'hui, nous arrivons à l'échéance du mandat de ce CPT, de ce conseil présidentiel donc de transition, qui n'a pas rempli sa mission, qui n'a pas tenu toutes ses promesses, en février 2026, nous devrions connaître une nouvelle phase dans la sortie de crise d'Haïti. Alors, vers quoi allons-nous concrètement? Bon, je dirais qu'on est en phase de chercher une alternative, puisque ces gens ne peuvent pas rester. Ils ont passé 2 ans, ils n'ont pas donné de résultats, et je le dis très objectivement, j'ai pas un problème avec une personne en particulier, ils n'ont pas donné de résultats, ils ne peuvent pas partir. Donc, les groupes de la société civile et les partis politiques, ils se réunissent pour pouvoir trouver une alternative. Alors,
ce que je voulais dire, c'est la décantation. Je disais que nous sommes à une phase de décantation. Et il y a des gens sur qui on avait compté, que ce soit le vote qu'il y a eu pour Fridjan et d'autres membres du CUP, on avait compté sur eux. Et ils n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné et ils se sont montrés complices de ceux qui ont fait le pire tort au pays. Il a été question qu'ils ont pris l'argent de l'intelligence, l'argent alloué à l'intelligence, qu'ils l'ont ajouté à leur salaire. On parle de 60 000 $ US par membre du CTP, alors que l'accord prévoyait qu'on devait réduire le train d'État, de fonctionnement de l'État. Bon, ils touchent plus que tous les présidents. Donc il y a une décantation qui nous permet de voir que même si vous comptez sur quelqu'un, c'est pas toujours évident que cette personne va rester cohérente jusqu'au bout par rapport à l'attitude que vous aviez l'habitude par rapport à la perception que vous avez eue de cette personne-là. Donc, on va essayer, on va chercher, mais c'est difficile parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans la corruption, on ne savait pas, et on les découvre, ou bien il y en a qui vont se laisser faire. Bon, donc c'est la situation, le tournant est difficile. Il faut trouver quand même des gens qui s'engagent et qui puissent respecter leurs engagements. Alors justement, nous vous avons sous la main. Vous êtes une personne engagée, lucide, compétente, courageuse. Je vais vous poser une question en deux volets. Est-ce que vous envisagez de vous engager vous-même dans cette action en vue du changement politique? Et si oui, quel serait votre apport spécifique à l'action nationale? Non, je ne pense pas à m'engager directement. Si vous voulez dire, par exemple, dans une structure de transition, dans une nouvelle structure de transition, c'est ce que vous voulez dire. Électorale, est-ce que vous voyez... Non, moi je suis mieux sur le terrain en tant que citoyenne engagée. Et je suis mieux dans la réflexion. Je peux effectivement participer à des propositions et puis je travaille avec des étudiants, des jeunes. Je préfère me voir sur le terrain. J'ai fait 2 expériences en politique. J'ai dû démissionner les 2 fois. Bon, étant donné que... On dit jamais 203. Exactement. Donc je ne voudrais pas encore m'engager et avoir démissionné. Je préfère agir à un autre niveau. Et comme je vous dis, je pense qu'il faut surtout lutter contre 3 choses. Contre l'exclusion, contre l'impunité, la corruption et contre l'impunité. Donc c'est dans ce sens-là, parce qu'il faut, comment dirais-je, moraliser la politique aussi. Donc moi, je travaille à cela et je vais continuer à le faire pareil, mais je ne pense pas m'engager directement dans la sphère de décision politique. Moraliser la politique, difficile quand on est dans le ventre pourri de la bête. C'est en tout cas le pari tenu par Ginette Cherubin, que je vous invite à rencontrer ce week-end à Paris, dans le cadre du Salon du Livre, où elle sera présente pour signer donc la 4e édition de son passionnant ouvrage, Le ventre pourri de la bête. Merci beaucoup Ginette Cherubin d'être passée à 4 points cardinaux pour nous rendre cette petite visite et nous parler donc de cet ouvrage, Le ventre pourri de la bête. À très bientôt et merci. Merci.